La nuit du 13 novembre 1942 marquerait à jamais le souvenir du capitaine Tamishihara, immobilisé sur le pont du Freemaker à Matsukaze, tandis que les projectiles américains ont déchiré le ciel sur l'étoile de fer à Guadalcanal. Ils n'ont pas été sauvés précis, c'était une tempête d'acier qui a transformé l'obscurité tropicale en l'enfer illuminé. Ils ne visent pas, écrivait-il, stupéfait dans son journal à bord. Ils saturent simplement l'espace avec du métal. Cette observation cruelle a révélé une vérité que le haut commandement japonais refusait encore de voir, la guerre du Pacifique ne serait pas décidée par des tactiques, mais par une capacité industrielle qui borde l'absurdité. En seulement 35 secondes, le cruiser USS San Francisco tirait plus de grenades de 127 mm que de nombreux destroyers japonais transportés vers des missions entières. Les Américains n'ont pas sauvé de munitions, ils l'ont gaspillé avec une abondance qui a remis en question la logique. Alors que les tuyaux de leurs armes brillaient en rouge à incandescence par des tirs continus, à 2700 km de la Pearl Harbor, des navires de fourniture sont déjà montés à bord de 15 000 tonnes de projectiles, suffisamment pour remplacer 50 fois tout ce que la flotte américaine dépenserait dans cette bataille. Au même moment, à Tokyo, des stratèges navals ont débattu de l'opportunité d'allouer 12 coups par canon pour la prochaine escorte de trains. Les chiffres ne se trouvaient pas, la défaite était forgée dans les lignes de production, où chaque capsule de laiton et chaque kilo de poudre à canon ont révélé l'illusion qui soutenait la marine impériale. Captain Hare, le seul commandant de destroyer à survivre de Pearl Harbor à se rendre, assistait de près à cette transformation. Ce ne sont pas seulement des navires qui coulaient, c'était un monde entier de croyances aussi friables. L'éveil, cependant, avait commencé 6 mois plus tôt, le 7 mai 1942, pendant la bataille de la mer Coral. Le commandant Ichiotan, directeur des porte-avions de Shukaku, a observé quelque chose qui le rendait perplexe, les croiseurs et les destroyers américains ont gardé un incendie anti-aérien ininterrompu pendant 4 heures consécutives sans pause, sans économie. Chaque destructeur d'eux semble transporter ensemble plus de munitions anti-aériennes que toute notre division, confesseraient plus tard les interrogateurs. C'était une hérésie tactique. La doctrine japonaise, perfectionnée pendant des décennies, est venue d'un principe incontestable, tous les pays ont dû faire face aux mêmes limites que les fournitures. Par conséquent, les canons de type 96 devraient obéir au protocole strict, ouvrant le feu uniquement à 800 mètres, tirant un short de 3 à 5 tirs et cesse immédiatement lorsque la cible est sortie de la zone idéale. Pas pour l'efficacité, mais pour un besoin pur. Le lieutenant-commandant Masataka Okumiya, à bord du porte-avions Ryujo, avait formé ses équipes sans relâche dans ce dogme. Chaque homme savait, les PO du navire contenaient des munitions pendant exactement 12 minutes de tir anti-aérien soutenu. Après cela, ils seraient sans défense. Mais les Américains, a-t-il remarqué avec une préoccupation croissante, à tirer sans arrêt, heure après heure. La dimension de cet abîme ne deviendrait claire qu'à Guadalcanal, où l'arithmétique de la guerre industrielle serait écrite avec du sang et de l'acier sur les eaux que les Américains baptiseraient, ironique, du son de fer. Déjà le 27 février 1942, lors de la bataille de la mer de Java, la victoire japonaise était tactique mais révélatrice. Le capitaine Hara, en charge d'Amatsukaze, a été témoin de quelque chose de plus dérangeant que toute sauvegarde ennemie, la force alliée combinée, américaine, britannique, néerlandaise et australienne, sous l'amiral Carol Darman, a tiré 1 619 203 mm projectiles, n'en atteignant que 5, dont 4 ne l'expliquaient pas. Les Japonais, avec beaucoup moins de munitions, ont eu des impacts décisifs. Cependant, dans son rapport post-Batala, Hara enregistrerait une anomalie inquiétante, les navires alliés n'ont jamais réduit le rythme du tir, comme si l'offre était infinie. Ils ont tiré comme s'ils étaient illimités, il écrirait des décennies. Puis dans vos souvenirs. Le but était mauvais, oui, mais le montant a fait la précision secondaire. La victoire a été écrasante, 2 cruisers et 3 destroyers alliés qui coulent. Mais dans la salle des officiers, une conversation occasionnelle révélerait le cauchemar logistique. Le lieutenant Yoshida, agent d'artillerie, a calculé les dépenses, capitaine, nous avons consommé 40% de nos munitions principales. Si la bataille a duré 2 heures de plus. Hara l'a fait taire avec un regard, mais le projet de loi a été fait. Amatsukaze était parti avec 2000 projectiles de 127 mm et, dans un seul combat, avait dépensé 800. Déjà l'allié cruiser HMS Exeter, selon les prisonniers secourus, avait licencié plus de 1500 grenades de 203 mm, plus que la plupart des croiseurs lourds japonais transportés chez leurs parents. Lorsque les Américains ont atterri à Guadalcanal le 7 août 1942, la crise des munitions japonaises est devenue impossible à ignorer.
la force attaquante de la Vice Gonimi Mikawa, sur le chemin de Rabaul, a apporté des fournitures à une seule nuit de bataille par stratégie, mais parce que c'était tout ce qui restait dans les arsenals. La bataille de Savo Island, le 9 août, semblait confirmer la supériorité tactique japonaise. En 33 minutes, Mikawa a coulé 4 croiseurs alliés, tuant 1077 marins sans perdre un seul navire. Mais derrière ce triomphe a été cachée une catastrophe stratégique. Le commandant Toshikazu Omi, l'officier des opérations de Mikawa, admettrait plus tard aux Américains, « Nous avons reculé non pas par peur des attaques aériennes, comme vous le pensiez, mais parce que nous avons vendu presque toutes les munitions. Nous n'avions rien pour un deuxième combat. » Les transports alliés, non protégés et chargés de fournitures, ont été épargnés parce que les Japonais ne pouvaient littéralement pas se permettre de les attaquer. Les Japonais avaient tiré 471 projectiles, avec seulement 10 coups sûrs, un taux de 2,1% que Tokyo critiquerait les « déchets ». Pendant ce temps, à Pearl Harbor, le capitaine William Poco Smith a supervisé le navire de munitions de réintinction USS, 5000 tonnes en un seul voyage, dont 350 000 grenades de 127 mm, 1,2 million de tirs de 40 mm et 3 millions de 20 mm. C'était plus que chaque marine impériale japonaise consommée au cours des 3 prochains mois. Les célèbres missions de Tokyo Express, 10 ans des destroyers pour reconstituer la crise exposée à Guadalcanal dans des détails pathétiques. Le 30 novembre 1942, la contrefaçon réseau Tanaka a mené 8 destroyers dans une autre de ses opérations. Les manifestes de cargaison, capturés par les Américains, ont raconté l'histoire, 1100 tambours de riz, 200 fournitures médicales et seulement 280 munitions. Pour 15 000 balles assoiffées pour les balles, moins de 300 tambours, chacune avec environ 300 fusils ou cartouches équivalentes. C'était un montant qu'un seul destroyer américain épuiserait dans 20 minutes de combat. La guerre était déjà déterminée dans les usines, bien avant le dernier coup. Des milliards de cartouches. Le Japon, le même mois, a produit 12 millions. Une différence de 290 à 1. Ce n'était pas une guerre de stratégie ou de courage, c'était une guerre de nombre, et les chiffres écrasaient l'empire du soleil naissant sans pitié. Alors que les Japonais ont dit à chaque balle comme de l'or, les Américains les ont envoyés en torrents qui ont fait trembler les océans. L'usine de munitions de Denver à elle seule a produit plus de cartouches de 20 mm en une journée que tout l'arsenal japonais en un mois. Les travailleurs américains, dont beaucoup de femmes qui avaient échangé une femme au foyer contre une salopette d'usine, ont exploité 3 quarts de travail ininterrompu, 7 jours par semaine. Les lignes de production étirées par des kilomètres, où chaque étape, de la coulée en laiton à la charge de poudre à canon, a été optimisée pour une efficacité brutale. Le complexe industriel de Radford en Virginie a fabriqué 1 million de projectiles d'artillerie par mois. À Kearney, dans le New Jersey, la production de grenades à main a atteint 50 000 unités par jour. Les Japonais, en attendant, dépendent. Ils sont allés d'usines obsolètes, où les travailleurs épuisés, y compris les enfants avec des mains suffisamment petits pour gérer les composants dangereux, ont travaillé dans des conditions qui bordent l'esclavage. Et puis Iwo Jima est venu. Un morceau de roche volcanique de 21 km², sans valeur stratégique réelle au-delà de la fierté. Mais les Japonais l'ont transformé en un autel de sacrifice. Le général Tadamichi Kuribayashi, le commandant de la garnison, savait qu'il n'y avait aucun espoir de victoire, juste une friction. Son ordre était simple, tuer 10 Américains pour chaque Japonais qui tombe. Les fusils Arizaka, avec leur porteur de seulement 5 cartouches, ont été rechargés à la main par des soldats qui savaient que chaque coup pouvait être le dernier. Les mitrailleuses de type 92, avec leur rythme de feu lent et de propension à la surchauffe, ont été positionnées dans des bunkers en béton, où les serviteurs sont morts asphyxiés par du monoxyde de carbone alors qu'ils nourrissent les armes avec les dernières munitions. D'un autre côté, les marines indigènes de Navajo ont transmis des coordonnées à une pluie d'acier qui n'a jamais cessé. Les lacunes de 16 pouces de l'USS Idaho et du USS Tennessee ont tiré des projectiles d'une tonne toutes les 30 secondes, chaque impact creusant des cratères de taille de la piscine. Le 155 mm obus du Marine Corps, avec leurs barils épuisés par une utilisation constante, vomit des grenades en sauvegarde de 6 par minute. Lorsqu'un peloton japonais a tenté une contre-attaque de nuit, ils ont été reçus non pas pour des coups précis, mais par un tapis de feu de 1000 de traceurs traversant l'obscurité comme des rayons d'une tempête artificielle. Un lieutenant marin, après 3 nuits de combat ininterrompus, a écrit dans son journal « Nous ne combattons pas les hommes. Nous combattons une machine qui crache des métaux sans arrêt, et nous sommes l'équipement qui ne peut jamais échouer. » Les chiffres d'Iwo Jima sont un monument à la futilité. Les Japonais ont tiré, au total,
environ 17 000 grenades d'artillerie et sont arrêtées tout au long de la bataille. Les Américains? 22 000 tonnes d'explosifs, l'équivalent d'une pompe atomique dans la puissance de feu conventionnelle. Chaque mètre carré de l'île a été tourné, brûlé ou pulvérisé. Lorsque le drapeau a été soulevé sur le mont Suribachi, ce n'était pas un symbole de victoire, mais l'épuisement. Les Japonais avaient perdu 18 000 hommes. Les Américains, 6 800. Mais alors que les survivants japonais se sont enterrés vivants dans des tunnels pour une dernière banzée sans munitions, les Américains prévoyaient déjà la prochaine opération, parce que, dans le port de Seppan, les cargos ont fait sortir plus de munitions que l'ensemble de l'armée impériale en 1944. Et puis est venu Okinawa. La dernière grande bataille, où le Japon a joué tout ce qui restait, 110 000 soldats, 1500 avions kamikazes, et l'espoir que s'ils saignaient suffisamment les Américains, Washington négocierait. Mais ils ne comprenaient pas que pour chaque kamikaze qui a coulé un navire, 3 autres ont été réparés et sont retournés en première ligne depuis des semaines. Que pour chaque soldat américain mort, Ten l'a remplacé, équipé de fusils semi-automatiques M1 qui ont tiré 8 coups de feu en quelques secondes, tandis que les Japonais dépendaient toujours des fusils de boulon Ijiji. Que lorsqu'un destructeur comme l'USS Lafay a été touché par 6 kamikazes en 80 minutes et a encore eu de la chance, ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une industrie qui a forgé des navires comme des canettes de bière et des munitions comme du sable dans le désert. L'amiral Chester Nimitz a résumé la guerre du Pacifique dans une phrase sèche lors d'une réunion du personnel: « Nous ne gagnons pas parce que nous sommes plus intelligents. Nous gagnons parce que nous avons plus d'acier, plus d'essence et plus de balles qu'ils ne peuvent rêver. » Et quand, en août 1945, Enola Gay a survolé Hiroshima avec sa charge mortelle, ce n'était pas seulement une bombe qui est tombée sur le Japon. C'était le poids écrasant d'une nation qui avait transformé toute son économie en une machine de guerre. Alors que l'Empire du Soleil Levant comptait encore chaque gramme de poudre à canon comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Travaillait à l'usine General Motors de Willow Run, produisant un B-24 Liberator toutes les 63 minutes tout en recevant 3 repas chauds par jour, des soins médicaux gratuits et des dimanches libres pour aller au cinéma avec son petit ami. Elle écrit dans ses lettres au front, ici, même l'air sans la victoire. On nous dit que chaque rivet que nous resserrons, chaque aile que nous assemblons est un coup porté au cœur du Japon. Et nous le croyons, car la chaîne de production ne s'arrête jamais. Pendant ce temps, dans l'empire qui rêvait encore du Bushido, la faim était déjà devenue la véritable arme de destruction massive. En 1945, la ration quotidienne d'un ouvrier d'usine japonais était de 200 grammes de riz, soit moins que la ration d'un chien de garde américain. Les usines fonctionnaient avec des ouvriers évanouis d'épuisement, immédiatement remplacés par des enfants de 10 ans, dont les petites mains étaient considérées comme idéales pour manipuler les détonations. À l'arsenal naval de Kure, des filles comme Anako Ishikawa, 14 ans, sont mortes dans des explosions car, comme elle l'a elle-même écrit dans son journal 3 jours avant d'être incinérée, le superviseur a dit que si nous nous trompions d'1 gramme sur le poids de la poudre, le canon ne tirerait pas directement. Mais notre balance est cassée depuis des semaines. Nous prions pour que Dieu corrige nos erreurs. La différence n'était pas seulement une question de ressources, c'était une question de philosophie. Les États-Unis ont traité la guerre comme une équation industrielle, intrants, matière première plus travail, production, destruction maximale. Chaque dollar dépensé dans une usine de munitions à Davenport, dans l'Iowa, était restitué sous forme de plomb déversé sur Tokyo. Chaque travailleur américain était un rouage bien huilé, chaque ouvrier japonais, un sacrifice humain sur un autel déjà vidé. Lorsque l'USS Iowa tirait avec ses canons de 16 pouces, chaque obus coûtait l'équivalent d'une voiture neuve et les Américains en tiraient des centaines par jour comme des pierres. L'amiral Isoroku Yamamoto, architecte de Pearl Harbor, se rendit compte trop tard du gouffre qu'il avait sous-estimé. « Je peux me déchaîner pendant 6 mois », écrivait-il en 1941. Après, je n'en suis pas du tout sûr. 6 mois plus tard, Midway prouvait qu'il avait été optimiste. Et puis vint Okinawa, le laboratoire ultime de cette inégalité. Tandis que les Marines américains avançaient sous le couvert de 10 navires de guerre, 11 porte-avions et 1200 avions qui larguaient 10 000 tonnes de bombes par jour, les Japonais défendaient l'île avec une artillerie qui tirait en moyenne 3 coups par canon, par semaine. Le général Mitsuru Ushijima, commandant des forces japonaises, envoie un rapport désespéré à Tokyo: « Nous avons besoin de munitions. Sans elles, nos hommes meurent avec des baïonnettes à la main, comme les samouraïs du XIXe siècle. » La réponse? Utiliser des pierres. La détermination spirituelle remplace l'acier. Le 26 juin 1945, lorsque la garnison japonaise se rendit, les Américains disposaient de 7000 tonnes de munitions inutilisées,
soit suffisamment pour détruire Okinawa à 2 reprises. Les Japonais, quant à eux, avaient tout dépensé dès la première semaine. C'était la logique implacable de l'économie de guerre, un camp combattait avec le nombre, l'autre avec des prières. Et quand les mathématiques rencontrent la mythologie, il n'y a qu'un seul gagnant possible. Le jour où le BE-29 Boxcar a largué, Fat Man, au-dessus de Nagasaki, ce n'est pas seulement l'uranium qui a scellé le destin du Japon. C'était le sinistre calcul d'une nation qui avait transformé chaque gramme d'aluminium, chaque goutte d'huile, chaque heure de travail en une condamnation à mort alors que ses ennemis se demandaient encore s'il fallait faire fondre les cloches des temples ou les statues des dieux pour acheter quelques jours de résistance supplémentaires. La guerre n'a pas été perdue en bataille. Il a été perdu sur les chaînes de production, dans les arsenaux, lors des entraînements bien avant le premier coup de feu. Et lorsque le silence revient enfin, le 2 septembre 1945, ce n'est pas la voix de l'empereur qui résonne le plus haut à l'USS Missouri. C'était le ronflement des sourds des usines américaines encore chaudes, qui produisaient toujours victorieuses. Alors que les Japonais ont toujours débattu de la mise en œuvre des cloches des sanctuaires pour forger quelques balles supplémentaires, dans les rangées de Hastings aux États-Unis, le rythme ne s'est pas arrêté. 8 quarts d'heure, 5 jours par semaine. Salaire équitable, 1,20 $ par heure. Repas chaud à la cantine. Film le vendredi. Nous savions que nous gagnions la guerre, un projectile à la fois. Pas pour l'héroïsme, pas le génie tactique, mais par les mathématiques implacables de la production. La doctrine américaine a évolué pour explorer cet avantage brutal. Alors que le Japon a rationné chaque coup comme s'il s'agissait d'une dernière pièce de monnaie, les États-Unis ont transformé l'océan en une zone d'extermination. L'amiral Willis Shing Lee, maître de la guerre de surface, a développé le concept de saturation de la zone, il n'allait plus viser, mais noyer l'ennemi en métal. Dans la bataille de l'étroit de Suigao, le 25 octobre 1944, sa théorie a atteint le sommet. En seulement 18 minutes, la ligne de bataille de l'amiral Jesse Oldendorf a vomi 285 projectiles 16 pouces, 3114 pouces et des milliers de grenades 8 et 6 pouces sur les Japonais. Le Fu et Yamashiro de l'allaitement maternel, naviguant avec des charges réduites pour économiser du poids, ont pu répondre avec moins de 100 tirs avant d'être effacés de la carte. Le lieutenant-commandant Tokuno Oreshi, l'un des rares survivants de Yamashiro, a décrit l'enfer, les grenades sont tombées comme de la pluie. Ils n'étaient pas dirigés vers nous, ils ont simplement rempli l'étroit d'explosions. Nous avons riposté dans l'obscurité, mais pour chacun des nôtres, 50 sont revenus. La réponse japonaise à cette supériorité n'était pas l'innovation, mais le désespoir. Les kamikazes n'étaient pas une tactique, ils étaient une confession, lorsque les munitions sont devenues si précieuses qu'elles ne peuvent pas être dépensées, l'homme lui-même tourne l'arme. Le vice-amiral Takijiro Onishi, créateur des unités d'attaque spéciaux, a admis en particulier, nous nous tournons vers le corps humain parce que nous n'avons pas de balles pour les attaques conventionnelles. Un avion, remplacer des centaines de projectiles que nous n'avons pas. Les codes américains des chiffres, lisant des messages navals japonais, ont découvert la taille de l'abîme. Un rapport de décembre 1944 a révélé le stock de flotte combinée. 16 pouces, 15% du minimum nécessaire. 14 pouces, 22% du minimum nécessaire. 8 pouces, 18% du minimum nécessaire. 5 pouces, 31% du minimum nécessaire. Anti-aircraft, critique dans tous les calibres. En lisant ces chiffres, l'amiral Chester Nimitz s'est tourné vers son personnel et a condamné, ils sont boxés sans coup de poing. Nous avons juste besoin de continuer à frapper jusqu'à tomber. Et les Américains en ont seulement frappé, ils ont choisi quand et où l'ennemi pouvait riposter. Les opérations amusantes, les attaques de harcèlement et les raids exploratoires n'ont pas visé à victoire tactique, mais épuisent les dépôts japonais. Le commandant Joseph Rocheford, analyste légendaire du cryptage, a noté, nous pourrions prédire les opérations japonaises par des demandes de munitions. Lorsqu'ils ont demandé le ravitaillement, nous savions qu'ils ne pouvaient pas se battre pendant au moins 2 semaines. Nous sommes morts du rythme de chaque bataille. Pendant ce temps, les sous-marins américains ont étranglé les itinéraires d'approvisionnement. Les chiffres sont une accusation. Navires de munitions ensoleillés, 147. Tonnes d'explosifs perdus, 500 000. Pourcentage des expéditions interceptées, 55%. Le lieutenant-commandant Dudley Mush Morton de l'USS Wahoo a coulé Fukuyama Maru en janvier 1943. L'explosion a été vue à 65 km de distance. Ce seul navire transportait plus de munitions que toute la garnison de Rabaul aurait au cours des 3 prochains mois. Le capitaine Tatsuhaka Shimazaki,
responsable d'un train d'approvisionnement, a décrit le cauchemar logistique. Nous sommes partis de Kure avec 10 000 tonnes de projectiles à ras-bol dans 4 navires. Lorsque nous sommes arrivés, 2 avaient CSI. Du coulé, 1 a été endommagé. Nous livrons 2000 tonnes. Les sous-marins ont pris le reste. L'effet psychologique était dévastateur. Les commandants logistiques tels que Yoshiro Tanaka, en charge de la distribution des munitions aux Philippines, ne pouvaient pas supporter le poids d'une défaite précoce. En octobre 1944, après avoir échoué à fournir à l'aide, il s'est suicidé. Sa dernière note était une reddition, expédition de navires vides pour mourir. Les Américains les coulent, pleins ou vides. Nos canons descendent pendant qu'ils ne s'arrêtent jamais. À la fin de la guerre, les chiffres ont raconté toute l'histoire. Production américaine de munitions navales, 1941 à 1945. Projectiles totaux, tous type 47 milliards. Munitions pour les fusils et les pistolets, 41,4 milliards. Poids total, 4,2 millions de tonnes. Pic mensuel, mars 1945 3,5 milliards d'unités. Usine en fonctionnement, 47. Travailleurs employés, 486 000. Production japonaise de munitions navales, 1941 à 1945. Projectiles totaux, tous les calibres 15 millions, estimés. Poids total, 200 000 tonnes. Pic mensuel, novembre 1942 400 000 unités. Usine en fonctionnement, 11. Travailleurs employés, 95 000, y compris les enfants enrôlés. La différence était de 3100 à 1 seulement dans les munitions légères. Mais la qualité a rendu les abîmes encore plus gros. Le fusible de proximité américaine, introduit en 1943, a augmenté la létalité anti-aérienne de 3 cents à 6 cents%. Les Japonais, avec des matériaux dégradés, avaient un taux de défaillance de 30% en 1945. Cette disparité n'a pas seulement façonné les batailles, les mentalités redéfinies. Pour les marins américains, des munitions illimitées ont généré une confiance absolue. C'est Lord James Bradley, à bord du destructeur USS Lafay, se souvient, nous ne nous sommes jamais inquiétés de la faim. Les navires de fourniture sont arrivés tous les quelques jours, des montagnes de projectiles. Nous avons joué que nous pouvions tirer sur les mouettes pour s'entraîner et personne ne s'en soucierait. Cette sécurité s'est traduite par une tactique agressive, les destroyers ont porté contre les arrestations, les escortes ont attaqué de lourdes croisières, PT Speedboat fait face à des destroyers. Le Pacific David a gagné parce qu'ils avaient des pierres infinies. Pour les Japonais, la rareté a créé un fardeau psychologique insupportable. Le lieutenant Kazuhiko Ono, un agent d'artillerie de destroyer Isokaz, a décrit le poids de chaque coup, chaque grenade a nécessité une justification. Nous avons dit aux projectiles comme une supposition qui comptait les pièces. Mais le coup final a été témoin de la prodigalité américaine. Le commandant Tamishi Fukuda, capturé après l'épave de son navire Alette, a été transféré à Pearl Harbor à bord du USS New Jersey. Là, il a regardé un exercice de tir dans lequel l'arrestation a tiré 400 projectiles à l'entraînement. Plus tard, il a avoué, « J'ai pleuré. N'ayez pas honte de défaite, mais pour comprendre. Ils ont tiré plus un jour de pratique que nous avons pris toute une bataille. Comment combattre une telle richesse ? La guerre des munitions était, en arrière-plan, un miroir de l'économie. En 1944, le PIB américain a atteint 210 milliards de dollars, plus de 10 fois les 20 milliards au Japon. Mais les chiffres bruts cachent le véritable abîme, les États-Unis consommaient chaque année. Cuivre, 450 000 tonnes. Place, 380 000 tonnes. Acier, 2,8 millions de tonnes. Explosifs, 3,2 millions de tonnes. Le Japon, à son apogée, n'a jamais dépassé. Cuivre, 80 000 tonnes. Place, 25 000 tonnes. Alors que le Japon pouvait à peine gratter la surface de 200 000 tonnes d'explosifs par an, les États-Unis ont produit 47 fois plus, un flot de 3,2 millions de tonnes qui a transformé son propre air en un champ mineur mortel. Ce n'était pas seulement une différence d'échelle, mais d'essence. Le cuivre que les Américains n'étaient destinés que pour les capsules de projectiles dépassait tout le cuivre que le Japon pouvait extraire dans ses besoins combinés électriques, industriels et militaires. Chaque balle américaine était un rappel cruel, et rien de Tokyo ne faisait des agrafes en papier, Washington a envoyé des métaux comme s'ils étaient du sable dans le désert. Et la supériorité ne s'est pas arrêtée dans les chiffres. Elle s'est cachée dans la précision diabolique des innovations qui ont fait que la guerre japonaise paraissait un duel de belles contre les canons.
Le fusible de proximité, développé par John Hopkins, était la matérialisation de l'avantage technologique absolu. Imaginez un projectile qui n'avait pas besoin de frapper la cible pour le détruire, qui a explosé au moment exact, guidé par radar, comme si la mort avait acquis sa propre intelligence. Un programme qui a coûté $1 milliard, équivalent à 5% de tout le PIB japonais en 1944, plus cher que la plupart des budgets nationaux de l'époque. Chaque fusible abritait des vannes miniaturisées capables de soutenir 20 000 fois la résistance de la gravité dans le tir, un niveau d'ingénierie que le Japon n'a même pas rêvé de reproduire. Jusqu'à la fin de la guerre, les Américains ont fait 22 millions de ces démons mathématiques. Son baptême de feu a eu lieu le 5 janvier 1943, lorsque l'USS Helena Cruiser a abattu un bombardier en difficulté japonais avec son deuxième coup. L'efficacité des canons anti-aériens est passée de 300% à 600%. L'amiral Koichiro Akawa, témoin d'une attaque en 1945, a décrit le phénomène avec désespoir, les grenades américaines explosent par la magie. Ils savent à l'approche de nos avions. Chaque détonation est parfaitement placée. Ce n'est pas la guerre. Si les fusibles étaient de la magie noire, les systèmes de contrôle des tirs étaient la science qui a rendu la magie reproductible. Le Mark 37, standard dans les destroyers américains, faisait partie de la stabilisation gyroscopique, du suivi automatique du radar, des calculs balistiques mécaniques et des servomoteurs électriques, un cerveau en acier qui a permis des tirs chirurgicaux dans un état de jour ou de nuit contre les cibles mobiles. Chaque unité a coûté $500 000, plus que l'ensemble du budget annuel des munitions d'une équipe japonaise de destroyers. Pendant ce temps, les Japonais dépendaient des télémètres optiques manuels, inutiles dans la brume ou sous un incendie intense. Le capitaine Toshiro Miura a résumé l'humiliation, « Nous avons regardé avec nos yeux. Ils visaient les machines. Nous avons donné des coups de pied. Ils ont calculé. Chaque projectile américain était guidé par un calcul que nous ne pouvions pas déchiffrer. Cette disparité s'est non seulement traduite par la technologie, mais sur une survie impossible. Le USS Lafayette Destroyer le 16 avril 1945 a résisté à 22 attaques de kamikazes en 80 minutes parce que ses armes n'ont jamais cessé de tirer. En cet enfer, l'équipage a tiré 345 projectiles de 127 mm, 11 000 40 mm et 20 000 20 mm, renversant 9 avions et endommageant 4 autres. Même après 4 pompes et 6 impacts de kamikazes, Lafayette est resté à la lumière, car le rideau de feu américain dégrade les attaques avant d'atteindre la cible. Comparé avec Yahagi, coulait tout en escortant Yamato. Ces munitions anti-aériennes se sont vendues en 45 minutes. Sans défense, il est devenu des adieux faciles, 7 torpilles et 12 bombes plus tard, sont allées en bas. Mais aucun exemple illustre l'abîme mieux que l'USS Helena Cruiser, surnommée Cruiser. Entre décembre 1941 et juillet 1943, elle a tiré 10 639 projectiles à 3 460 de 127 mm et 7 179 de 152 mm, dans des batailles comme Pearl Harbor, Guadalcanal et le golfe de Kula, où il a coulé. Dans la bataille navale de Guadalcanal le 13 novembre 1942, son rythme de feu était si rapide que les Japonais ont juré qu'elle était équipée de canons automatiques de 152 mm, quelque chose qui n'existait même pas. Le médecin japonais a considéré cette cadence physiquement impossible. Le capitaine Haru, dans ses souvenirs, a capturé l'essence de la catastrophe, les Américains ont tiré sans réfléchir. Nous avons dit à chaque balle. Ils ont tiré pour maîtriser. Nous avons tiré pour survivre. C'est la vérité nue, ce n'était pas un conflit entre égaux, mais une civilisation industrielle écrasant une ambition pré-industrielle avec la froideur d'une presse hydraulique. Les chiffres finaux sont un. Phrase, 47 milliards de cartouches américaines, 41,4 milliards de fusils et de pistolets uniquement, contre 15 millions de Japonais, une proportion de 3101. Mais même sous-estime la réalité. Les Américains ont dépensé des munitions pour la formation, les tests et les missions d'intimidation. Les Japonais ont sauvé chaque balle au dernier soupir. Lorsque l'empereur Hirohito a annoncé la reddition le 15 août 1945, il a mentionné une nouvelle bombe plus cruelle. Mais dans les coulisses, les généraux savaient, l'atome n'a raccourci qu'une fin déjà écrite. L'amiral Shinpei Toyota, le dernier commandant de la marine, a avoué, nous ne pouvions construire aucun navire en acier. Nous pouvions voler sans carburant. Mais nous ne pouvions pas nous battre sans munitions. Les Américains avaient des quantités infinies. Nous avions ce que nous pouvions voler au temple de nos grands-parents. Dans le Kure Naval Arsenal, un rapport du 14 août 1945 a enregistré, production quotidienne, 73 projectiles. Employés,
423, y compris 200 étudiants élémentaires, statut, manque critique de tous les documents. Le même jour, le dépôt de munitions de Hastings a noté, production quotidienne, 45 000 projectiles. Employés, 5 800. Statut, surmonter le quota. Recommandation, réduire la production en raison de la fin de la guerre imminente. La leçon du Pacifique va au-delà de l'histoire militaire. Les guerres entre les puissances industrielles ne sont pas décidées par le courage, les compétences ou la détermination, bien que ces qualités soient importées. Ils sont gagnés par ceux qui transforment les matières premières en destruction livrée. Le capitaine Haru, l'un des rares commandants japonais à survivre pour écrire ses souvenirs, a quitté le verdict final, nous avons emmené des épées en duel de mitrailleuses. Ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi nous avons perdu. Les Américains n'ont pas vaincu notre marine. Leurs usines l'ont fait. Chaque boîtier en laiton jeté au bas du Pacifique raconte cette histoire. Chacun estampillé des marques de munitions américaines, chacune représentant une capacité industrielle qui a transformé la guerre de l'art en arithmétique. Les Américains pouvaient tirer sans réfléchir pourquoi la pensée n'était pas nécessaire lorsque l'offre était illimitée. Le Japon a dit à chaque balle parce que chacun était un fragment irréprochable du trésor national, transformé en un instrument de guerre pour un pur désespoir. Mais les guerres ne gagnent pas elles-mêmes. Ils gagnent ceux qui peuvent remplir le ciel d'acier et la mer du feu, qui convertit le pouvoir industriel en destruction sans hésitation, sans frontières, sans pitié. Zuikaku a reçu 10 projectiles pour son canon au Batale do Cabo de Sé, le dernier souffle d'un porte-avions condamné. Alors que les combattants américains sont descendus dans des vagues implacables, il a suivi la commande, en attendant le coup parfait. Le coup parfait n'est jamais arrivé. Le navire coulait avec ses balles intactes, comme un samouraï qui meurt avec l'épée toujours dans la gaine. Votre mère a gardé la dernière lettre, j'ai 10 occasions de défendre notre navire. J'en ferai la peine. Elle n'a jamais su que son fils est mort sans tirer un seul coup, immobilisé par l'équation cruelle de la rareté, où chaque balle était un morceau de métal déchiré de l'os de la nation. Pendant ce temps, à 3000 miles de là, le marin Robert Dixon, buteur de 20 mm à l'USS Essex, a craché 15 000 projectiles dans la même bataille. Dans une lettre à domicile, il a écrit « Maman, tu ne crois pas la quantité de munitions que nous dépensons. C'est comme un feu d'artifice qui ne se termine jamais. Ne t'inquiète pas, nous avons tellement de stock que rien ne se passe. » 2 jeunes, 2 serments, 2 destinations c'est les noms pour le courage, qui avaient toutes deux une égale mesure, mais pour les mathématiques mastatiques qui ont dicté qui pouvait dépenser et qui devrait économiser de l'argent. 80 ans après la reddition japonaise, la leçon brûle toujours comme une poudre à canon fraîche. Les officiers militaires n'étudient pas les notes du capitaine Hara en tant que relique, mais comme un axiome enregistré dans l'acier de l'histoire, les guerres entre les puissances industrielles sont décidées des lignes de production avant d'être menées sur les champs de bataille. Le Pacifique n'a pas été conquis par des tactiques de génie, mais par une inondation. Du métal qu'une seule nation capable de transformer sa richesse en feu continu pourrait soutenir. Les grenades américaines sont tombées comme de la pluie parce que les usines américaines ont produit comme des ouragans. Les projectiles japonais étaient sacrés parce que les forges japonaises fonctionnaient comme des orfèvres, une balle, un sacrifice, chaque coup, une prière. En fin de compte, les paroles du capitaine Tamishihara échoent comme une épitaphe d'un empire qui a essayé de défier l'arithmétique de l'ère industrielle avec la force de l'esprit, les Américains ont jeté sans réfléchir. Nous avons dit à chaque balle. Dans ce contraste, il n'y avait pas seulement un inconvénient tactique, mais une impossibilité stratégique, pas une défaite militaire, mais une confrontation civilisationnelle avec la vérité nue de la guerre moderne, ceux qui produisent le plus, détruisent le plus. Et qui détruit le plus, gagne. Les canons sont entrés. Les navires ont rouillé au fond de l'océan. Mais dans les archives navales de Pearl Harbor à Yokosuka, dans les souvenirs de Washington à Tokyo, la vérité persiste, indemne, le Pacifique n'a pas été perdu ni gagné dans les congrès, mais dans les chaînes d'assemblage. Les Américains pouvaient tirer sans calcul car le calcul n'était pas nécessaire lorsque l'arsenal était infini. Les Japonais devraient calculer chaque coup car chacun était un morceau d'un empire déjà hypothéqué au désespoir. Le verdict final ne vient pas des généraux ou des historiens, mais des chiffres mêmes, 47 milliards contre 15 millions. Dans cet abîme numérique se trouve l'essence de la guerre du Pacifique, pas les batailles, mais par la collision entre un colosse qui a forgé des munitions comme de l'air et une nation qui a fondu les temples pour forger quelques balles plus. Les Américains ont lancé sans réfléchir pourquoi ils le pouvaient. Les Japonais ont dit à chaque projectile parce qu'ils le devraient. Et cette différence,
Cette fracture entre les rares et les rares, la destination de la guerre a été écrite avant même le premier coup de feu.